Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour des nouveaux visages de l'Europe. L'Italien David Sassoli vient d'être élu à la tête du Parlement européen. Il complète le tableau dans lequel on retrouve notamment Christine Lagarde à la BCE et Ursula von der Leyen à la Commission. Un binôme franco-allemand fort en symbole, mais qui fait polémique. Le verdict des urnes a-t-il été respecté? Est-ce le nouveau souffle attendu? #OVPL pour réagir sur Twitter. Ce qui nous intéresse aussi ce soir, c'est le sort des femmes de chambre. Conditions de travail dégradées et dégradantes, elles sont usées, mal payées. Le nœud du problème, c'est la recherche permanente d'économie et l'appel à des sous-traitants. Marlène Schiappa veut du changement. La secrétaire d'État est notre invitée dans l'entretien d'OVPL ce soir. Mais on va commencer avec notre match des idées. Il va opposer dans un instant Agnès Verdier-Molinier à Guillaume Duval. On va revenir sur cette nouvelle illustration de la mutation du commerce. Alors qu'Amazon crée 1800 emplois, Conforama en supprime 1900. Le magasin physique a-t-il encore de l'avenir? On va poser la question à nos invités après les premières explications de Jérôme Raby. L'annonce de la fermeture de 32 magasins Conforama et la suppression de 1900 postes en France a sonné les salariés de l'entreprise d'ameublement. L'enseigne détenue par un grand groupe sud-africain justifie sa restructuration par des pertes, mais surtout par des mutations profondes dans le secteur de la distribution. Les syndicats sont résignés de ce changement de modèle. La fierté de Conforama, c'était de dire qu'il y a un magasin à moins de 20 minutes de chaque Français. C'est pas possible. Et aujourd'hui, on est en train de détricoter tout ce maillage du territoire. Hasard du calendrier, le jour même de cette annonce pour Conforama, le géant du commerce en ligne Amazon a lui fièrement affiché la volonté d'embaucher 1800 personnes en CDI cette année dans l'Hexagone. Pour approvisionner son troisième marché européen derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne, le groupe portera ainsi ses effectifs à 9300 salariés en France. Pour le gouvernement, la concomitance de ces annonces est le signe d'une adaptation aux nouveaux modes de consommation. C'est le signal d'une transformation profonde de modèle. Et c'est assez intéressant de voir la concomitance de deux annonces. L'annonce d'un plan social pour 1900 salariés, et je veux dire que je suis vraiment aux côtés des salariés aujourd'hui, chez Conforama, et l'annonce par Amazon de la création de 1800 emplois dans le même moment. Et les chiffres sont troublants parce qu'ils se ressemblent. Le commerce en ligne ne cesse en effet de se développer. Au premier trimestre 2019, le marché a encore progressé de presque 12%, en grande partie au détriment de la vente physique en magasin. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Agnès Verdier-Molinier, bonsoir, présidente de la Fondation IFRAP, auteur de En marche vers l'immobilisme. Guillaume Duval, bienvenue à vous également, éditorialiste pour Alternative économique. Cette double annonce montre quoi selon vous, Guillaume Duval? Que le commerce poursuit sa mutation, que c'est la fin annoncée du magasin physique, on en est là? Ça doit dépendre des métiers, mais ce qu'il y a de vrai, c'est que dans le métier du meuble en particulier, avoir des magasins physiques, c'est très coûteux en termes de stock. Ça fait beaucoup de meubles à présenter. Donc il n'est pas très surprenant que ce type d'activité soit en particulier attaqué. Ça ne tourne pas très vite dans les magasins. Donc ça coûte très cher, en besoin de fonds de roulement, comme disent les gestionnaires. Donc effectivement, c'est une tendance de fond qui est déjà à l'œuvre en France depuis longtemps. On était un peu les champions de ces zones commerciales en bordure de ville, avec tous les inconvénients que ça présente, notamment pour les déplacements et les difficultés des magasins de centre-ville. Donc tous ces centres commerciaux sont en train de subir des graves difficultés, en particulier dans ce domaine et en particulier Conforama. Agnès Verdier-Molinier, c'est frappant ce télescopage, effectivement, c'est ce que disait la ministre, en plus avec des nombres d'emplois assez similaires, on est troublé quand même, ça pose question. Oui, mais il y a aussi toute une histoire qui est liée à l'histoire finalement des actionnaires de Conforama. Il faut se souvenir que c'est une entreprise qui a été créée dans les années 60, qui était vraiment une petite entreprise au départ et puis ensuite qui a été à la fois dans le giron du groupe de Bernard Arnault et puis ensuite de François Pinault et puis ensuite vendue à ce groupe sud-africain qui aujourd'hui est dans un état catastrophique, parce qu'il y a eu des problèmes de malversation, qui à un moment a failli quand même racheter Darty, c'était proche d'aboutir et puis finalement c'est la Fnac qui l'a emporté, on n'a pas trop compris pourquoi, parce que c'est vraiment Conforama et donc le groupe sud-africain qui a jeté l'éponge. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y avait déjà ces problèmes de malversation en sous-main. Donc c'est peut-être plus un problème propre à Conforama qu'un problème plus général de commerce en ligne. Il faut savoir que aussi aujourd'hui là, dans les 32 magasins qui vont fermer chez Conforama, on sait qu'il y a
des magasins de centre-ville, notamment au Pont-Neuf, notamment à l'Étoile, dans Paris. En même temps, on voit aussi qu'IKEA est en train de s'installer dans Paris, à la Madeleine, et ça a l'air de marcher assez fort. Donc, il y a bien sûr tout le côté j'emmène quelques petites affaires avec moi en sortant du magasin, mais je peux me faire livrer aussi dans Paris très facilement, etc. etc. Donc, c'est aussi la manière de faire du commerce qui doit évoluer. On a l'impression que comme l'actionnaire était un peu déboussolé ces dernières années, il n'a pas pris le train en route, que toutes ces tentatives de se moderniser ont été un peu caduques. Ils avaient racheté 17% de ventes privées, ils l'ont revendu de manière totalement bradée, à la casse aussi. Et on voit bien qu'ils n'ont pas trouvé leur modèle économique d'aujourd'hui, parce que Conforama, il faut bien le reconnaître, c'est même avec tout le respect qu'on a pour tous ceux qui travaillent chez eux, on sent qu'il y a une identité qui n'est pas complètement définie. Et ça va un peu dans le sens de ce que dit Agnès Pannier-Runacher, parce qu'elle reste assez optimiste, et voilà ce qu'elle nous dit sur BFM. Je vais vous faire réagir sur ce point, Guillaume Duval. Le magasin physique a de l'avenir, mais il doit transformer sa façon d'accueillir le client, et il doit avoir nécessairement une continuité en ligne. Donc, d'abord, ces magasins ont peut-être raté le virage du numérique, et peut-être qu'ils ont loupé d'ailleurs d'autres virages, Guillaume Duval. Oui, je pense qu'il y a aussi des problèmes. Il y a des problèmes de gamme, de nature des meubles qu'ils vendent. Donc, c'est plutôt du bas de gamme, mais justement pas très bien designé comme peut l'être à des prix comparables des meubles Ikea. Donc, il y a aussi tout ce type de problème. Enfin, il y a quand même une tendance très lourde qui est probablement irréversible du recul de ce type de commerce, en tout cas en périphérie des villes, des centres commerciaux, etc. Ça va être un problème énorme de friches. Enfin, on avait l'habitude de parler de friches industrielles. On commence à avoir sérieusement des friches commerciales. Donc, tous ces centres commerciaux qui tombent en ruine, il va falloir repenser les espaces de commerce. Oui, donc ça peut être l'occasion justement de revoir un peu l'urbanisme en France, qui a beaucoup souffert du développement un peu sauvage de ces zones commerciales sans âme. Très laide, on peut le dire. Qui ont défiguré la France et qui font qu'on est un des pays, on se moque beaucoup des Américains, mais en termes de mode de vie, on est quand même ceux qui sont les plus proches d'eux en termes d'urbanisme, avec ces zones commerciales, avec les zones pavillonnaires, etc. Donc un des soucis qu'on a, c'est effectivement l'étalement urbain, l'artificialisation des sols. Il faut, à l'occasion de ces bouleversements, revenir là-dessus. Mais en même temps, il faut évidemment avoir un traitement social des problèmes qui se posent. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir un traitement social dans les domaines industriels, où là, on a fait beaucoup de choses malgré tout pour les mineurs, les sidérurgistes, etc. Il faut qu'on développe des modes d'action pour les travailleurs du commerce, qui sont souvent très démunis, qui sont souvent des gens précaires avec des petits salaires, etc. Donc, confrontés à ce type de choses massives, il faut là aussi qu'on mette les moyens, et que l'État mette les moyens, même s'il y a moins de syndicalistes chez Conforama que dans la sidérurgie. Et qu'on peut aussi avoir des moyens d'agir qui soient beaucoup plus au niveau de l'actionnariat, c'est-à-dire se poser la question de pourquoi finalement un groupe comme Conforama, qui est quand même très, très français à la base, né au départ près de Lyon et puis ensuite développé dans le Nord, pourquoi c'est Steinhoff International qui a racheté, alors qu'on pourrait se dire qu'on pourrait avoir des grands groupes français qui avec notamment des fonds de pension à la française, etc., qui pourraient racheter ce genre de groupe et les moderniser et en faire finalement un peu des commerces actifs et modernes, tels qu'on les attend, et adaptés aussi au mode de consommation actuel. Et là, on voit bien qu'on a raté quelques étapes là-dessus, qu'on a beaucoup d'entreprises, quand elles se font racheter par des actionnaires internationaux. Parce que c'était géré de loin. C'est géré effectivement vraisemblablement de trop loin. Et puis aussi, on peut se poser la question, à un moment, c'est aussi le schumpeterien, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui disparaissent, des entreprises qui naissent. Pourquoi il y a cette angoisse de perdre son emploi en France, surtout quand on est
dans du commerce ou dans l'industrie, peut-être dans des emplois peu qualifiés, eh bien, c'est aussi parce qu'on a ce problème de chômage à plus de 8%, alors que nos voisins sont à 3%, à 4%, à 5%. Et c'est peut-être ça le traitement qu'il faudrait faire, c'est se poser la question de pourquoi nous, on n'est pas dans cette situation de plein emploi, alors qu'il n'y a aucune raison qu'on n'y soit pas. Simplement, la raison, c'est le problème de la surfiscalité, les normes, etc. qui font pas ça la raison. Mais il y a beaucoup de ça quand même, parce que le fait de pouvoir retrouver un emploi demain, si vous perdez votre emploi, c'est beaucoup moins angoissant que d'être dans cette situation actuelle où finalement il y a beaucoup de chômage et où vous vous dites si je perds mon emploi, après ça j'ai plus rien. J'ai plus rien. Et c'est ça qu'il faut traiter, parce que faire du traitement social et du traitement social, ça fait 30 ans qu'on essaie et ça marche pas. Deuxième thème de ce match, cette nouvelle police fiscale en place depuis ce matin dans un service rattaché à Bercy. Le gouvernement veut frapper un grand coup contre les fraudeurs, les gros, les fraudeurs de haut vol. On parle d'une brigade de super enquêteurs. Ils seront d'abord 25 puis une quarantaine avec des moyens renforcés pour leur traque. On a fait réagir Éric Bocquet sur le sujet, sénateur PCF, spécialiste de la lutte contre l'évasion fiscale. Je voudrais qu'on l'écoute, il est au micro de Marie Brémaud. On est encore une fois de plus dans la communication parce que en amont de cette annonce, effectivement, les 25 de la police fiscale que M. Darmanin avait annoncé, il s'est passé des choses dans notre société. Il faudra quand même qu'on s'attelle sérieusement au sein de l'Union européenne, par exemple, de mettre en place une liste crédible des paradis fiscaux, puisque M. Moscovici, il y a encore quelques jours, disait qu'il n'y a pas de paradis fiscal au sein de l'Union européenne. Donc comment voulez-vous mener la bataille sans qu'à aucun moment on ait désigné l'adversaire ? Guillaume Duval, vous êtes d'accord? C'est un outil de communication et finalement, il n'y a pas de vraie politique derrière? C'est peut-être plus qu'un outil de communication. On verra ce que ça donne Vous à la pratique. Vous saluez cette police fiscale? Oui, bien sûr, si elle est dotée des moyens suffisants pour agir. Simplement, ce que je constate aussi, c'est que par ailleurs, il y a une très profonde désorganisation qui est engagée aujourd'hui des services fiscaux dans leur ensemble. Une restructuration majeure qui est en cours, qui a l'air d'insécuriser et de créer beaucoup de difficultés à Bercy. Le ministère des Finances, c'est un de ceux qui a déjà le plus réduit ses effectifs, le plus modernisé ses manières de faire, informatisé ses liens avec les contribuables, etc. etc. Mais là, M. Darmanin est en train, par ailleurs, de mettre j'allais dire un gros mot, mais de créer beaucoup de difficultés dans cette administration et une très forte incertitude. Alors, est-ce qu'au bout du compte, l'effet va être positif sur les rentrées fiscales dans leur ensemble et la lutte contre la fraude? La lutte contre la fraude, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, après avoir fait sauter aussi le verrou de Bercy, comme on dit, c'est-à-dire renforcer les pouvoirs des juges, dans ces domaines-là, j'espère qu'enfin on va prendre au sérieux la lutte contre la fraude fiscale. C'est vrai parce que c'est quand pas même un petit problème. Je vais juste rappeler quelques chiffres. Le syndicat solidaire Finances Publiques l'estime à 100 milliards d'euros, la fraude fiscale en France, et l'ONG Oxfam parle de 60 à 80 milliards d'euros. Effectivement, on ne pouvait pas ne rien faire. Non, mais d'abord, 60 à 80 milliards d'euros, ce ne sont pas les bons chiffres. Le bon chiffre, c'est plutôt une cinquantaine de milliards d'euros. Là où on peut s'inquiéter, c'est qu'il y a des redressements fiscaux et en réalité, ce qui est véritablement encaissé par Bercy, en général, c'est la moitié. C'est-à-dire que ces dernières années, on a vu des années où il y avait 17 milliards de redressements et puis en fait, encaissé vraiment, c'était 9 milliards. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas très très bon finalement au final pour le recouvrement, on n'est pas très très bon. Il y a beaucoup de négociations derrière. Des petits arrangements. Et pas vraiment, mais le problème c'est que aussi parfois ce sont des entreprises qui ont déjà quasiment disparu, etc., etc. Et en fait, il faut être beaucoup plus en amont. Donc cette police fiscale, c'est bien, mais en réalité, on va parler de quelques millions d'euros qui vont être récupérés par cette police fiscale. Et en plus, on est dans un contexte. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi seulement quelques millions d'après vous? Parce que l'essentiel du problème, c'est la fraude à la TVA qui est organisée et qu'il faut repérer en amont. Les Belges, les Britanniques, tout cela l'ont hyper bien compris. C'est-à-dire que ça s'appelle le data mining. C'est-à-dire, on agit sur la donnée et on repère les coquilles qui sont en fait des fausses entreprises avant même qu'elles aient commencé à frauder à la TVA. Et là, on perd beaucoup moins. Et en fait, on anticipe. C'est comme attendre d'avoir vraiment la maladie pour traiter ou alors faire de la prévention. Et là, cette police fiscale, elle interviendra ex post, elle n'interviendra pas
en avance. Et ce que nous, on demande, c'est que, comme les autres pays, on soit capable d'aller travailler avec des entreprises privées qui sont top niveau là-dessus. Alors, on peut en citer, c'est SAS, c'est IBM, etc. Enfin, on n'a pas de lien particulier avec eux, mais le seul sujet, c'est qu'ils sont top niveau, qu'ils travaillent avec d'autres pays et qu'ils ont réussi à faire des avancées énormes. Nous, la fraude à la TVA, elle a augmenté ces dernières années. C'est-à-dire que... et alors, sur cette police fiscale, l'autre élément qui est quand même assez étonnant, c'est qu'il y avait déjà une brigade nationale de la répression de la délinquance fiscale qui existe au ministère de l'Intérieur. Et quand on regarde ce que dit par exemple Bruno Parent de la DGFiP, c'est assez intéressant. Il dit, en fait, on les saisit de moins en moins. C'est-à-dire qu'ils vont leur créer un concurrent qui aura à peu près... disons, on ne va pas rentrer dans tous les détails, les mêmes prérogatives, qui sera géré par Bercy, alors qu'il y a déjà le ministère de l'Intérieur qui gère, alors même qu'on est en pleine période où le Premier ministre nous parle sans cesse de lutter contre les doublons. Donc on va avoir une sorte de guerre des polices. Et là, il nous dit, en fait, avant, il y avait 81 dossiers en 2016, mais plus que 44 en 2017. Guillaume Duval, vous partagez ces bémols? Pourquoi faire ce double travail alors qu'on aurait pu renforcer cette brigade qui existe déjà? Voilà. Alors, d'où ma question à nouveau. Alors, c'est de la communication? Oui, enfin, Gérald Darmanin est un grand spécialiste de la communication, donc c'est à nouveau de la communication, mais en même temps, ça manifeste quand même un souci politique qui est réel. Je pense, c'est vrai qu'on est quand même un pays où il y a 10 ans, il y avait un ministre des Finances qui était lui-même un fraudeur fiscal. Donc c'est le fait qu'on fasse plus gaffe, que l'État fasse de la communication sur ces sujets-là. On aimerait qu'il fasse plus, mais fasse de la communication sur ces sujets-là, c'est déjà un progrès. Après, oui, il y a, comme toujours en France, des sujets de guerre des polices, de frontières entre les différentes administrations. On va voir aussi ce que la justice fait maintenant qu'elle a une responsabilité plus grande qu'avant dans ses affaires, puisque jusque-là, c'était Bercy tout seul qui gérait en interne, je dirais, ces questions. Donc là, effectivement, il faut que des choses se mettent en place, et j'espère qu'elles se mettront en place sans qu'il y ait beaucoup de déperdition d'énergie, parce qu'on a pris beaucoup de retard sur toutes ces questions-là. J'espère aussi que les nouvelles instances européennes qui seront en place dans quelques semaines prendront vraiment le sujet à bras-le-corps et s'attaqueront effectivement, comme Éric Bocquet le soulignait tout à l'heure, aux paradis fiscaux. Ce qu'on appelle des paradis fiscaux, mais Pierre Moscovici a bien dit non, ce sont des spécialistes de l'optimisation fiscale. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai que c'était très difficile quand le président de la Commission était lui-même l'ancien Premier ministre du Luxembourg qui avait monté toutes ces affaires, d'espérer avancer beaucoup. J'espère qu'avec Madame van der Leyen, ça ira plus loin et plus vite. Après, c'est à nous aussi de faire le ménage chez nous. Regardons ce que font les autres. Ils sont bien meilleurs en termes de lutte contre la fraude par rapport à la France. C'est pas en embauchant plus d'agents sous statut à Bercy qu'on résoudra le problème. C'est plutôt en arrivant à saisir finalement les meilleures expertises en dehors. C'est eux qui savent traiter la donnée. Ils sont bien meilleurs dans les entreprises spécialisées sur le sujet. Et dotons-nous aussi des capacités, par exemple, d'avoir des aviseurs fiscaux, pas que sur les questions internationales de fraude, mais aussi sur les questions nationales. Parfois, on a l'impression qu'on fait un petit pas, mais alors qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, eh bien, on s'arrête en chemin, on ne sait pas pourquoi. Dernier thème que je voudrais aborder avec vous, c'est cette étude de Sovaxis, courtier en assurance du service public local, sur l'absentéisme des fonctionnaires territoriaux. Le jour de carence réintroduit en janvier 2018 a bien eu des effets. On va regarder ensemble lesquels. La fréquence des arrêts maladie a reculé de 19% en 2018. Après une hausse continue depuis 2008, le taux d'absentéisme s'est stabilisé à 9,8%. En revanche, attention, les arrêts maladie de longue durée, eux, ont augmenté. Les arrêts de 8 à 15 jours sont en hausse, vous le voyez, de 13%. Et ceux de plus de 15 jours ont bondi de 28%. Quelle analyse faites-vous de ces chiffres? Vous, peut-être, d'abord Le sujet, c'est important, c'est qu'on voit que les arrêts courts, qui sont ceux qui déstabilisent le plus le service, là on parle des collectivités locales, mais c'est valable aussi dans les hôpitaux par exemple, ont reculé énormément. Il y a moins 40% d'agents ayant 4 arrêts ou plus. Ça veut dire que les tout petits arrêts de 1 jour ou 2, ont réussi à les faire baisser et qu'on réussit à stabiliser le taux d'absentéisme, alors que toutes ces dernières années, il ne faisait qu'augmenter. Ça aussi, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore du travail à faire. On a encore une fonction publique territoriale
ou même la fonction publique hospitalière, qui sont beaucoup plus absentéistes que dans les entreprises françaises. Et puis, on a aussi un écart très important entre les statutaires et les contractuels. C'est-à-dire que quand on a les chiffres, nous, à la Fondation IFRAP, sur les bilans sociaux de certaines communes ou départements ou régions, on se rend compte que c'est 2 fois plus de jours. Par exemple, il y avait une ville dans laquelle il y avait 49 jours d'absence pour les titulaires et seulement 13 à 17 jours d'absence pour les contractuels. Donc, l'idée qu'a le gouvernement de passer de plus en plus par embauche sous contrat, c'est aussi la bonne attitude. Et après, la question, c'est aussi de valoriser ceux qui sont vraiment très motivés pour l'intérêt général et donc pouvoir leur adjoindre des primes, notamment au présentéisme, par exemple. Guillaume Duval, pardonnez-moi, je vous demandais d'être rapide. Enfin, c'est pas très surprenant que ça marche. C'est évidemment une sanction très lourde sur le plan financier. Donc, oui, ça marche. La question, c'est que chez France Télécom, à l'époque de M. Lombard, il devait y avoir aussi très très peu d'arrêt maladie de courte durée, parce que on était tout de suite mis à la porte. Bon, je dis pas du tout qu'on en est là dans la fonction publique, mais la question... oui, on en est très loin. Non, mais la question, c'est est-ce que les gens vont vraiment mieux quand on voit les choses comme ça? Alors, je sais pas, je dis pas qu'il y a un lien de cause à effet entre l'augmentation des longues durées par rapport à la baisse des courtes durées, mais c'est quand même un des problèmes que soulèvent toujours les gens là-dessus. Si vous êtes malade et que vous ne soignez pas pour pas prendre un jour d'arrêt... sauf Axis, qui est à l'origine de l'étude, le dit aussi. Et que vous tombez encore plus malade et que vous arrêtez 15 jours, personne n'y a gagné, quoi. Et on va s'arrêter là, merci. Sauf qu'à la fin, quand on peut stabiliser le chiffre de l'absentéisme au lieu qu'il monte, ça coûte moins cher aussi à l'ensemble de la société. Et il faut dire que ça se compte en milliards, le surcoût de l'absentéisme dans nos administrations. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. OVPL continue avec l'entretien du jour. Nous recevons ce soir Marlène Schiappa, je vous le disais. La secrétaire d'État chargée de la lutte contre les discriminations se penche sur le sort des femmes de chambre. Mal payées, usées, pas reconnues, presque des invisibles. Comment changer cela? Comment améliorer leurs conditions de travail? Marlène Schiappa nous dira ce qu'elle compte faire dans un instant sur ce même plateau. D'abord, point complet avec Marvin Gugliel-Minetti. Ils dénoncent une forme d'esclavage moderne. Syndicats et politiques viennent exprimer leur soutien aux femmes de chambre. Manque de reconnaissance, horaires morcelés, conditions de travail dégradées, certaines sont à bout. Travail oblige, elles sont même absentes de la manifestation, mais elles peuvent compter sur le soutien de cette gouvernante. Tous les jours, elles voient des femmes de chambre enchaîner les tâches avec des cadences infernales. Leur quotidien, c'est le stress. Tout est chronométré. Dès qu'un client sort, il faut faire la chambre rapidement pour le client suivant. Et actuellement, nous avons quand même pas mal de femmes de chambre qui sont en restriction médicale par rapport au mal. Et la plupart, c'est le dos. Certaines sont même en burn-out, conséquence de la sous-traitance. Des hôtels décident d'externaliser les services de nettoyage en recourant à des prestataires privés. Des femmes de chambre ont vu leur salaire diminuer de 10 à 20%. Les syndicats demandent la fin de la sous-traitance. Il n'y a aucune raison de le sous-traiter, si ce n'est la volonté des employeurs de diviser la communauté de travail, c'est-à-dire de créer une multitude de statuts et mettre en place une politique de dumping social sur un même lieu de travail et réaliser des économies très très importantes. Marlène Schiappa s'est emparée du problème des conditions de travail des femmes de chambre. Le gouvernement a confié une mission au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Il sera chargé de formuler des propositions concrètes à partir de septembre prochain. Et justement, on va aller plus loin avec Marlène Schiappa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. On vient d'entendre ces manifestants qui nous parlent, et manifestantes qui nous parlent de leur sort, de leurs difficultés, du passage du statut d'employé d'hôtel à celle de sous-traitante qui a été un vrai gap dans leur vie. Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir? Quel type de réponse pouvez-vous leur apporter déjà? Alors d'abord, ce n'est pas une réponse que j'apporte dans la mesure où c'est moi qui ai mis le sujet à l'agenda du débat public parce que j'ai considéré que c'était un sujet justement qui n'était pas pris en compte. La question des conditions de travail des femmes de chambre, ça n'a jamais été un sujet gouvernemental jusqu'à ce qu'il y a 2 semaines, je m'empare de la question. Donc j'ai décidé de faire de cette question un enjeu de politique publique en 2 temps. D'abord en confiant une mission au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui est une instance de dialogue social spécialisée de l'égalité femmes-hommes que je préside, dans laquelle il y a des représentants des syndicats,
patronaux et salariés, des personnalités qualifiées. Ce conseil il fera des propositions concrètes qui se transformeront en actions. Mais sans attendre, j'ai dès aujourd'hui réuni, demandé aux représentants des fédérations, des agences, des principales agences qui emploient ces femmes de chambre, venir au ministère pour qu'on fasse un premier tour de table des points d'amélioration qui existent à cet égard. Alors justement, au point où vous en êtes ce soir, qu'est-ce que vous en avez compris? Quel type de solution vous pouvez envisager? Qu'est-ce que vous disent les sous-traitants? C'est évidemment une recherche d'économie permanente, c'est ce qu'on comprend. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la qualité de vie au travail, comme on l'appelle maintenant, les conditions de travail de ces femmes de chambre. Les grands enjeux, pour moi, c'est ceux que j'avais identifiés déjà quand j'étais présidente du réseau Maman Travail et que j'avais dans mon association des femmes qui me parlaient de ces horaires décalés. Ça n'a pas changé. Et la particularité de ce métier, c'est qu'il n'a pas changé depuis des générations, à part les évolutions légales, type temps de travail hebdomadaire, etc. Mais mon arrière-grand-mère, qui était lingère et femme de ménage, elle a des conditions de travail qui étaient à peu près similaires à ce que me racontent des femmes de chambre aujourd'hui. Et comme ça n'est pas un métier qui est touché par la transition digitale et la robotique, il y a fort à parier que si on fait un peu de prospective, dans 10 ans, le cœur du métier sera le même. Donc pour moi, il y a plusieurs sujets. D'abord, la question des horaires fragmentés, des horaires décalés, qui induit des questions de mode de garde, de temps de trajet. C'est-à-dire qu'elle travaille très tôt le matin ou voilà, très tard le soir. Par exemple, on fait 6h, 9h, une grande pause dite méridienne, entre guillemets, et puis ensuite on reprend le soir. Par exemple, et c'est un exemple parmi d'autres, il y a la question de la formation, parce que vous avez beaucoup de ces femmes de chambre qui maîtrisent mal l'écrit en français, qui ont besoin d'avoir des formations, de monter en compétences. Vous avez aussi celles qui font 1, 2, 3, 5 ans, et puis au bout d'un moment, c'est légitime qu'elles puissent accéder à des formations pour gagner en compétences et changer d'orientation professionnelle. C'est pour elles qu'on a fait la réforme de la formation professionnelle l'année dernière, qui veut que maintenant, quand vous êtes à temps partiel, vous avez autant de droits à la formation que quand vous êtes à temps plein. Et puis, il y a les questions tout simplement de qualité de vie au travail. On parlait des questions musculo-squelettaires qui sont très difficiles. Quand vous faites des tâches et des mouvements répétitifs et difficiles à longueur de journée, vous avez ensuite des conséquences importantes. Et puis, il y a certaines femmes de chambre que j'ai rencontrées qui ont des revendications qui me semblent assez basiques et de bon sens. Par exemple, pouvoir accéder à la salle de pause des salariés pour boire leur verre d'eau ou manger leur sandwich. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et parfois, ça n'est pas le cas parce qu'on leur dit qu'elles ne sont pas salariées de cette institution, de cette entreprise, mais qu'elles appartiennent à une agence et que donc elles n'auraient pas le droit de boire leur verre d'eau avec les autres employés. C'est pour ça que je vous parlais de ces sous-traitants et de ces hôtels. Elles ne sont plus employées des hôtels, elles sont employées des sous-traitants. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cela? Pour certaines, c'est un modèle économique qui s'est installé avec une mise à disposition de personnel qui est complètement légale. Et donc, il y a des agences qui mettent à disposition ce personnel et qui gèrent pour elles l'administratif, justement, le recrutement, les ressources humaines, etc. Moi, ma volonté, c'est d'agir concrètement et donc que chacun arrête de se renvoyer la balle. Je ne veux pas entendre oui, mais c'est pas nous, c'est l'hôtel ou le client, parce que je généralise aux agents de la propreté dans les entreprises aussi. Je ne veux pas entendre c'est le client qui ne veut pas, etc. Et de l'autre côté, on me dit oui, mais les agences ne proposent pas des horaires, etc. Donc je pense que maintenant... Tout le monde veut payer moins cher. Voilà, je pense que maintenant, il faut privilégier d'abord le mieux-disant social, mais surtout se mettre autour de la table et prendre des engagements concrets qui, au-delà des bonnes intentions, vont vraiment changer la vie de ces femmes et surtout travailler contre une forme d'invisibilité. C'est quand même un des seuls métiers où on veut voir le produit de votre travail, la propreté, mais on ne veut pas vous croiser. On demande cette forme de discrétion. Moi, je trouve que c'est une forme de déshumanisation dans les rapports entre les gens, d'exiger de voir votre travail, mais je ne veux jamais vous voir et surtout pas avoir à vous adresser la parole. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Je voudrais vous lire le témoignage de Sonia et de Lisa qui a été recueilli par nos confrères de France Info. Elles travaillent toutes les deux depuis 2 ans dans un hôtel très chic du 8e arrondissement de Paris. Elles nous disent ceci: l'hôtel voulait faire des économies, alors ils ont fait appel à de la sous-traitance. On n'a pas compris, mais on a signé. C'est après qu'on s'est rendu compte que ça n'allait pas, ils ont tout changé. Est-ce que les employeurs ont aussi un peu abusé de femmes non averties, peut-être moins connaisseuses de leurs droits que les autres? Ce qui est certain, c'est que normalement, le rapport de force, entre guillemets, qui fait partie du dialogue social, il se construit entre les employeurs et les salariés. Et là, on n'est pas dans un rapport de 2 personnes, on est dans un rapport tripartite avec les agences. Et ça ne simplifie pas la chose, et le fait qu'il y ait peu de recours aux syndicats ne le simplifie pas non plus. Vous avez montré là, les images d'un rassemblement de la CGT. Je ne sais pas où ils étaient rassemblés, parce que ce n'était pas devant mon ministère, en fait. Moi, j'étais là toute la journée, c'était pas là, donc je ne sais pas où ils étaient. Mais en tout cas, il y a eu un rassemblement politisé. Il y a eu aussi ce matin un rassemblement de force ouvrière devant mon ministère. Je les ai reçus de façon improvisée. On a eu un dialogue très franc et je crois assez constructif pour la suite. Et maintenant, les prochaines étapes, ça va être des auditions des experts
de ces secteurs d'activité pour qu'on puisse ensemble, avec le CSEP, aller à des propositions très concrètes qui, dès l'année prochaine, puissent changer leurs conditions de travail. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ordre presque culturel, j'allais dire, c'est-à-dire qu'avec des comportements déplacés à la fois des employeurs, mais aussi parfois des clients eux-mêmes, une forme de mépris ou ce que vous disiez, une invisibilité, pas reconnue, mal reconnue, on ne les voit pas. Si, tout à fait, mais je voudrais rappeler que boire un verre d'eau pendant son temps de travail, c'est un besoin physiologique et qui est normal et de surcroît recommandé en période de canicule, mais la reconnaissance, ça fait aussi partie des besoins humains, le fait qu'on reconnaisse votre travail et qu'on reconnaisse votre existence. Et donc moi, je veux travailler là-dessus, c'est pour cette raison que j'ai demandé aussi à ce qu'on travaille sur les marchés publics existants, parce que l'administration et les pouvoirs publics sont aussi des clients de certaines de ces agences, et donc je crois qu'il faut pouvoir commencer, nous aussi, à impulser avec une forme d'exemplarité. C'est-à-dire comment, par exemple, vous avez peut-être une idée? Tout simplement, chacune et chacun se dire que dorénavant, le ménage ne sera plus fait entre 6h et 9h du matin, mais pourrait être fait, par exemple, au milieu de la journée. Et je crois que ça n'est pas un effort surhumain que de voir la personne qui fait le ménage pendant 1 heure de votre temps pendant la journée. Ça vous semble faisable? On sait tous que les chambres doivent être disponibles assez tôt pour les clients qui arrivent, de voyage. Tout à fait, et puis y compris dans ensuite les entreprises, les administrations, au-delà des femmes de chambre et au-delà de l'hôtellerie. Je pense que c'est vraiment important qu'on ait ce changement de mentalité. Et je crois que ça passe aussi par une forme de déballage et on le met sur la place publique. C'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre la parole sur ce sujet, parce que maintenant je vois plein de gens qui s'intéressent au sujet dans le paysage politique. On en parle ce soir, et tant mieux. Moi, je me réjouis et je me félicite que du coup il y ait plein de gens qui s'emparent de ce sujet. Mais je pense que c'était nécessaire de le mettre sur la table pour que tout le monde puisse faire des progrès à cet égard. Est-ce que ça pourrait aller plus loin, des campagnes de communication, dans l'éducation à l'école, de la pédagogie, sur une forme de manière d'être avec aussi ces femmes de chambre? Je n'exclus rien a priori. On va voir ce que le un texte de loi, CSEP peut-être même. On verra. Moi, je crois d'abord au dialogue. C'est pour ça que je reçois les uns et les autres et que je ne refuse aucun rendez-vous. Donc maintenant, je vois des parlementaires qui manifestent. Il faut bien, ils sont parlementaires, ils peuvent s'adresser à moi et me demander un rendez-vous. Je les recevrai avec grand plaisir. Il suffit de m'écrire un courrier de façon un peu formelle, comme l'usage le souhaite. Je n'ai jamais refusé un rendez-vous sur ce sujet-là et je ne le ferai pas. Donc moi, je veux travailler avec tout le monde pour qu'ensemble, on arrive à des solutions qui soient vraiment concrètes. Je crois d'abord au dialogue. Ensuite, si le dialogue n'aboutit pas, je n'exclus pas de passer par des mesures coercitives qui pourront être de réglementaires ou législatives. Nous en parlons avec tous les ministères concernés. Mais je crois que pour l'instant, il faut vraiment que chacun mette ses points d'amélioration sur la table et prenne des engagements à court, à moyen et à long terme. Des mesures coercitives visant les clients? Pourquoi pas, on verra, tout est à travailler. Moi, je fais confiance au CSEP, qui est une instance de dialogue social, qui va mener des auditions, qui est réputée pour fournir un travail sérieux avec les experts du sujet. Il ne s'agit pas, moi, chacun son domaine d'expertise. Moi, je suis experte de l'égalité femmes-hommes et des politiques publiques. Je ne suis pas experte de l'hôtellerie. Et donc, c'est pour ça que je veux que chacun puisse apporter son expertise et qu'ensemble, on construise des choses qui, in fine, servent ces femmes de chambre. Moi, je ne veux plus lire dans la presse qu'on leur a refusé d'aller boire un verre d'eau dans une salle de pause commune ou qu'on ne veut pas leur donner leur agenda suffisamment à l'avance pour qu'elles puissent juste faire garder leurs enfants. Il faut se rendre compte que certaines d'entre elles, du coup, faute de mode de garde adapté avec des horaires décalés, laissent parfois leurs enfants en bas âge tout seuls chez elles parce que c'est ça où elles perdent leur travail. Ça va à l'encontre de tout ce que fait le gouvernement. Nous, tout ce que nous faisons, c'est travailler sur l'émancipation par le travail. Et un dernier petit point, je sais que vous n'êtes pas au ministère du Travail, mais vous avez vous-même parlé de la pénibilité de leur travail. Elles ont le dos cassé, elles n'arrivent plus à se baisser pour certaines, ce sont les témoignages qu'on lit. Ce sont évidemment des femmes qui ne peuvent pas continuer ce métier jusqu'à l'âge de 62 ans. Et après 50 ans, elles vous expliquent qu'elles ne peuvent pas trouver de travail. Est-ce que ça doit faire partie des critères pour peut-être que ces femmes-là ne partent pas à la retraite à 62 ans? Il y a plusieurs sujets. D'abord, le ministère du Travail est impliqué évidemment dans le travail interministériel que je mène, de même que le ministère du Logement et des Politiques de la Ville, puisqu'il y a un lien également. Moi, je crois que c'est pour ça que la formation, elle est vraiment primordiale. Je pense qu'effectivement, c'est physiquement extrêmement rude, extrêmement difficile à 60 ans de faire le ménage avec l'énergie physique que ça demande. Et c'est pour ça que je pense qu'au-delà de quelques années, quand ces femmes ont acquis du droit à la formation, il faut que chacun fasse le trait d'union entre le catalogue de formation et la femme de chambre pour aller lui dire voilà les formations auxquelles vous avez le droit, vous y avez le droit légalement. Voilà l'évolution possible. Saisissez-vous-en et vous pourrez donc acquérir de nouvelles compétences, monter en compétences et donc évoluer dans votre trajectoire professionnelle. Merci beaucoup Marlène Schiappa d'être venue nous parler du sort des femmes de chambre dont on parle assez peu effectivement. On en a parlé ce soir avec vous sur Public Sénat. Merci infiniment. OVPL continue avec notre grand débat #OVPL. Si vous avez envie de réagir sur Twitter, on va revenir sur le nouveau casting des postes clés de l'Europe. Le dernier qui vient compléter le tableau, c'est l'Italien David Sassoli, élu à la tête du Parlement européen. Mais sur l'ensemble des nouveaux visages, les réactions sont plutôt mitigées. Certains y voient le renforcement du couple franco-allemand, d'autres y voient un mépris du verdict des urnes. Europe, nouveau souffle ou entre-soi? On va ouvrir le débat avec nos invités dans un instant après ce sujet d'Adrien Develay.
Voici le nouveau président du Parlement européen. L'Italien David Maria Sassoli, candidat de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Opposé à 3 autres candidats, il arrive largement en tête au premier tour. Le deuxième est l'eurosceptique tchèque Jan Zahradil. Sassoli l'emporte facilement au deuxième vote, avec 345 voix contre 160. Dès l'annonce de son score, Sassoli se lève et va embrasser le leader du Parti populaire européen, Manfred Weber. Weber, lui qui s'est désisté la veille et qui a appelé le PPE de droite à soutenir son collègue socialiste et qui lui renouvelle son soutien dès son élection. Nous avons obtenu un mandat de ces hommes et de ces femmes de notre continent. C'est une grande responsabilité que vous venez d'assumer et nous vous souhaitons pour les 2 années et demie à venir plein de succès dans votre entreprise. Nous serons de votre côté. David Sassoli, 63 ans, est un ancien journaliste de télévision. Engagé avec le Parti démocrate italien, il est élu pour la première fois à Strasbourg en 2009, où il défend des positions progressistes. Des positions qu'il compte bien maintenir lors de sa présidence. Nous connaissons des tournants. Chômage des jeunes, migration, changement climatique, révolution numérique, des nouveaux équilibres mondiaux qui voient le jour. Nous devrons nous occuper de ces problématiques majeures. Son élection vient compléter 3 jours d'âpres négociations pour les postes clés des institutions de l'Union. Les eurodéputés devront approuver à la mi-juillet la candidature de l'Allemande Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Déjà en campagne, elle s'est rendue à Strasbourg pour rencontrer les groupes du Parlement. Avec nous pour le grand débat d'OVP, Hélène Massé, bonsoir, spécialiste de l'Europe. Vous étiez sur la liste Renaissance portée par Nathalie Loiseau lors des Européennes. Christian Macarian, bienvenue, directeur délégué de la rédaction de l'Express, spécialiste des questions internationales. Hans Stark, bienvenue, chercheur à l'IFRI, professeur à la Sorbonne et spécialiste de l'Allemagne contemporaine. Enfin, Guillaume Bigot, bonsoir et bienvenue à vous. Et à vous également, politologue et essayiste. Avant de parler du casting général, je voudrais un premier tour de table sur David Sassoli, qui vient donc de prendre les commandes du Parlement européen. Christian Macarian, vous le connaissez, c'était logique, c'est une élection qui allait dans le sens logique des choses? Je ne le connais pas, mais je trouve que c'est un bon choix et que c'est le choix de la raison. De toute façon, le problème fondamental qui a été posé par toute cette séquence qui s'est terminée hier, c'est quand même celui de la centralité du Parlement européen ou pas. On a eu le choix entre 2 systèmes culturels, 2 systèmes politiques, un système hérité de la culture parlementaire allemande, du régime parlementaire allemand, qui a tendance, avec le système du Spitzenkandidat, à donner une importance au Parlement, et puis un système français qui, de l'autre côté, est presque à l'opposé, privilégie la décision du Conseil européen ou du chef de l'État, en l'occurrence Emmanuel Macron. Et la façon dont la carrière de M. Sassoli est très intéressante au plan de la modération et de la construction dans un pays, l'Italie, qui a un paysage politique très agité. Donc en soi, je trouve ça assez, on va rester modérément optimiste, assez vertueux. Le message est bon, Anne Massé, vous êtes d'accord? Alors oui, c'est un bon choix, a priori. Il vient du 2e groupe politique élu c'est-à-dire des socialistes et sociodémocrates de la droite traditionnelle. Il était pressenti, a priori. Je ne partage pas simplement le fait que ce soit pas le respect d'un parlementarisme, parce que quelque part, justement, revenir sur cette pratique du Spitzenkandidat qui n'est inscrit dans aucun texte va dans le sens finalement des élections européennes et du choix des citoyens européens. Puisque Spitzenkandidat voudrait dire que le premier parti, Parti populaire européen, la droite traditionnelle, présente automatiquement un candidat et que c'est celui-ci qui est désigné président de la Commission. Or, dans les faits, les électeurs européens ont assez massivement décidé de réduire le nombre de députés européens émanant des 2 principaux partis. Donc ça faisait sens d'avoir dans le package finalement un ensemble beaucoup plus large d'équilibre aussi politique. Vous savez bien qu'il y a un parti dominant tout de même. Et je vais vous donner un autre point de vue, celui de Thierry Mariani qui a tweeté, eurodéputé RN. Donc le nouveau président du Parlement européen sera un socialiste. Il sera élu avec le soutien des socialistes, de la droite et des libéraux. Comme je le disais pendant la campagne, voter Bellamy, Loiseau ou Glucksmann finira dans la même alliance. #arnaque. Guillaume Bigot. C'est ce que le général de Gaulle appelait le règne des politiciens, effectivement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont élus, qui s'arrangent entre eux. On a 2 catégories d'acteurs. On a des chefs d'État et de gouvernement qui sont tout à fait démocratiques, qui sont démocratiquement élus dans chacun de leurs pays. Et on a des parlementaires européens qui sont également démocratiquement élus dans chacun de leurs pays.
Et ensuite, ils vont s'arranger entre eux. Alors, vous me dire, c'est normal dans un Parlement d'élire un président d'un Parlement. Oui, enfin, c'est pas tout à fait normal parce que, et c'est très révélateur, on ne connaît pas cet homme, on ne connaît pas ses positions, on ne connaît ni l'homme, ni les positions, ni le parti. C'est pour ça que je vous demandais en début d'émission si vous le connaissiez vous-même. Mais comme l'a dit mon ami Christian Macarian, et madame, c'est bien parce que c'est européen. Donc ça s'appelle, c'est l'Eurobéa, si vous voulez, c'est ça. Donc c'est européen, donc c'est bien. Il n'y a plus de débat, si vous voulez. Au Parlement européen, il vaut mieux qu'il n'y ait pas un ennemi de l'Europe. Il ne faut pas qu'il y ait de débat, c'est ça, voilà. Non, mais au moins quelqu'un qu'on connaît. Hans Stark. Oui, c'est l'Europe. Enfin, déjà une coalition entre socialistes, libéraux et conservateurs, c'est banal. C'est banal et c'est normal dans une configuration où il y a des populistes de droite et de gauche. Et donc les majorités, il faut qu'on les cherche, qu'on les trouve. Et nous avons cette constellation, notamment maintenant en Allemagne, dans toutes les chambres régionales et peut-être même un jour au Bundestag, face à l'AfD, face à Die Linke. Les autres doivent coopérer. Donc c'est l'Europe qu'on connaît, vous voulez dire. Cette élection, c'est l'Europe qu'on connaît. C'est banal. Oui, je me réjouis de l'élection de ce député. Oui. Cependant, je note que la Belgique est prévue pour le chef du Conseil européen, une Allemande pour la Commission, donc là, un Italien pour le Parlement, un Français ou une Française, éventuellement normalement pour la BCE. Donc c'est l'Europe des 6. Alors, justement, vous avez un tout petit peu empiété sur le tableau qu'on va montrer maintenant, justement, c'est parce que cette présidence du Parlement était la dernière étape des nominations au poste clé. On va revenir sur l'ensemble du casting. Vous l'avez dit, l'Allemande Ursula von der Leyen pour la présidence de la Commission européenne, la Française Christine Lagarde pour la Banque centrale européenne, le Belge Charles Michel pour le Conseil européen, l'Espagnol Josep Borrell aux représentants de l'Union européenne aux affaires étrangères. Emmanuel Macron lui a très vite salué ces nouveaux visages hier soir. Ils incarnent, selon lui, l'ouverture d'un nouveau chapitre. Il l'a dit avec ces mots, écoutez. C'est donc bien un acte 2 qui commence pour notre Europe, avec une nouvelle équipe profondément renouvelée, de nouveaux visages, un nouveau souffle au service d'un nouvel agenda que nous avons défini ces dernières semaines. Alors apparemment, ce n'est pas l'Europe qu'on connaît pour Emmanuel Macron. Il y a renouvellement pour lui. Oui, tout à fait, parce que finalement, on voit bien, cette équipe, elle incarne des pro-européens engagés, avec diverses sensibilités. D'une part, ça c'est le premier aspect, et je pense très important, et d'ailleurs, ils se sont mis d'accord d'emblée pour voter un agenda stratégique européen, avec les priorités très claires, le climat, une Europe qui protège, les frontières, la défense et dimension sociale. Le budget, ça va venir, justement, ils vont le voter. Le budget à 7 ans, c'est justement le grand chantier éminemment important. Mais justement, il faudrait l'augmenter également. Mais pour ça, s'entendre avec les autres Européens. Donc, premier aspect, pro-européen engagé et ne pas laisser en fait les clés du camion à des gens qui veulent détruire l'Europe et à qui on se demande d'ailleurs pourquoi ils se font élire au Parlement européen. Beaucoup ne travaillent pas. Donc, premier aspect. Deuxième aspect également, un casting très féminin, finalement. C'est quand même la première fois qu'on a une présidente de la Commission européenne. Même chose pour la présidente de la Banque centrale européenne, qui est un poste. Donc ça, vous le saluez aussi, une parité respectée. Pour l'instant, on n'a pas encore. Donc, ils ne sont pas encore validés. Ils ne sont pas encore validés. On espère que. C'est plus que validé, il faut qu'il y ait un vote. Conditions. Tout à fait. Il faut que le Parlement européen le vote. Christian Macarian. Écoutez, il nous parle d'acte 2 de l'Europe. Alors, il aime bien l'expression acte 2, Emmanuel Macron. C'est un peu du wishful thinking, mais pourquoi C'est-à-dire, vous pouvez traduire pour nos téléspectateurs ? C'est un peu un souhait, un vœu pieux. C'est-à-dire qu'en affirmant l'intention, on essaie de créer l'action. Ouais. Bon, pourquoi pas. Mais enfin, c'est aussi pour faire oublier la séquence très douloureuse et pénible qui a précédé. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ça n'était pas brillant et qu'il a fallu 2 réunions qui ont totalement échoué. C'est le même homme qui parle de deuxième souffle, qui parlait il y a 3 jours à peine d'échec complet et qui était de fort mauvaise humeur. Je parle et des discussions trop longues. Voilà, je parle d'Emmanuel Macron. Donc, je me réjouis qu'Emmanuel Macron ait réussi à faire pivoter les choses. Néanmoins, il faut essayer de faire une très courte autopsie de cette crise de désignation des principaux postes de l'exécutif européen. Tout de même, on a eu un très fort désaccord franco-allemand, on a eu des problèmes qui ont été posés par les pays d'Europe centrale, qui ont bloqué l'accession de M. Timmermans à la tête de la Commission. Timmermans qui aurait fait un accord, qui aurait obtenu un accord de la France et de l'Allemagne a priori. Donc on a vu une complexité européenne assez forte. Donc parler de deuxième souffle, après avoir évacué tout ça, je peux comprendre, mais c'est quand même, laborieux, à mon avis, exagérément optimiste et un peu incantatoire. Guillaume Bigot.
En fait, je veux vraiment expliquer ce point. Je ne regrette pas qu'il n'y ait pas un eurosceptique à la tête du Parlement européen ou dans les institutions européennes. Ce n'est pas mon point. Moi, d'abord, je suis adversaire de l'Europe parce que je suis d'abord démocrate. Je pense que le pouvoir appartient au peuple. Dans toutes nos nations européennes, le pouvoir appartient au peuple. Et on ne peut pas l'en dessaisir. Or, il y a un problème à affirmer qu'il y a une démocratie lorsque vous ne connaissez ni les représentants élus, ni leurs idées, ni les formations auxquelles ils appartiennent, quand bien même vous seriez un spécialiste de l'Europe ou un journaliste politique. Je force un petit peu le trait. Mais enfin, on est très très loin des peuples. Deuxième argument, ce sont des femmes. Bon, so what? Est-ce que, à titre personnel, s'il y a effectivement des enjeux sociaux, économiques très importants de discrimination à l'égard des femmes dans toute nos démocraties européennes, ce n'est pas parce que vous mettez une femme à la tête d'une institution que ça va changer quoi que ce soit. Une femme ne dirige pas différemment d'un homme. Scientifiquement, personne ne peut affirmer ça. Alors justement, pour le symbole, Personne. pourquoi ne pas le faire? C'est du pur symbole. Il y a un message. Voilà. Enfin bon, on ne va pas se gargariser avec des symboles. On a trop l'habitude de ne pas régler les problèmes et de simplement dire, voilà, on va changer le symbole et ça va changer la réalité. Non, ce n'est qu'un symbole en fait. C'est plus qu'un symbole de prendre des postes de responsabilité. Mais je vous laisse répondre. Je pense quand même, ce sont des femmes certes, mais quelles femmes? Christine Lagarde a été au centre de la crise de la zone euro, grecque en particulier, dans les années 2010-2012 en tant que ministre des Finances, et elle a eu du parler vrai face aux partenaires allemands. Elle était souvent en opposition par rapport à M. Schäuble. Donc, cette nomination, il y a eu c'est compliqué. Donc le résultat est le PIB de la Grèce a reculé de 30%. Pas compliqué. Le résultat a été extrêmement basé sur des compromis. Donc il n'y a pas une ligne allemande qui a eu gain de cause, une ligne française. Le résultat est typiquement européen. Ce sont des compromis qui en sont sortis. Donc vous nous dites des femmes certes, mais solides. Non seulement solide, mais je dirais qu'elle a été au cœur de la crise de la zone euro. Elle a été au cœur finalement du système financier international avec le FMI. Donc c'est une femme qui est extrêmement compétente. Et donc si elle a été élue pour cela, c'est aussi d'abord en raison de ses compétences, mais aussi parce qu'elle est dans la continuité de la politique de Mario Draghi. Donc il faut sortir à un moment donné de la politique de M. Draghi, mais la question de savoir comment. Est-ce qu'on le fait à l'allemande avec Jens Weidmann, qui va donc poser des problèmes pour beaucoup de pays, ou bien est-ce que la politique de taux d'intérêt bas, par exemple, pour soutenir les investissements en Europe, va être continuée. Donc de ce point de vue-là, il y a une continuité. On peut ne pas être content de la politique de M. Draghi, mais on a vu pire. C'est un élément extrêmement important, justement, parce que le rôle de l'euro, comme bouclier non seulement pour nous protéger, pour la prospérité européenne, mais potentiellement aussi pour nous permettre de mieux investir pour le climat, par exemple, ou de répondre à d'autres puissances économiques est extrêmement important. Donc ça, c'est le cadre un peu macroéconomique, mais essentiel pour nous permettre d'agir. Avec des prix de 30% surévalués, c'est ce que disent la plupart des économistes, grâce à l'euro, les prix des produits français, des biens, des services et de l'industrie française est surévalué de 30%. Donc effectivement, ça fait des années et des années que les chômeurs italiens, les chômeurs français financent en fait les exportations allemandes qui engrangent des excédents monstrueux parce qu'à l'inverse, les produits allemands sont sous-évalués. Ça, c'est l'effet concret de l'euro. En ce qui concerne la politique des taux bas, j'y reviens, c'est un point assez important. Oui, il y a la politique de Draghi et oui, Madame Lagarde a une expérience indiscutable, vraiment. Et tous ces gens qui ont été nommés ou élus, incontestablement, soit des politiciens madrés, soit des gens qui ont vraiment une technicité incontestable et une expérience des affaires internationales. C'est déjà pas mal, hein? C'est très important, mais là, on ne peut pas, si vous voulez, dire autre chose que la réalité. La réalité, c'est les traités. Les traités sont très clairs. Le patron ou la patronne, ça ne changera rien de la BCE, doit d'abord lutter contre l'inflation. Et c'est exactement ce que tous les présidents de la BCE font, quels qu'ils soient. Et deuxièmement, la politique des taux bas vient du fait simplement que l'euro est une variable d'ajustement du dollar, pointe à la ligne. Et la chanson que vous nous avez chantée, que l'euro est une monnaie de réserve internationale, bien évidemment, c'est pas le cas, puisqu'il n'y a pas d'État ni de volonté derrière. Pointe à la ligne. Christian Macarian, et après, je voudrais juste vous interroger sur le couple franco-allemand. Sorti oui ou non renforcé? Mais justement, je vous propose une transition. Ah, merveilleux, allez-y. Et je vais rebondir sur le propos que M. Stark n'a pas pu développer, à savoir, ce sont des femmes, mais ce sont ces femmes-là. Alors, il faut quand même en parler un petit peu. Et je voudrais revenir sur le cas de Ursula von der Leyen. C'est quand même une personne qui a participé à la totalité des gouvernements présidés par Madame Merkel en tant que chancelière, donc depuis 2005. C'est une femme qui a occupé plusieurs postes, qui a eu systématiquement qui a suivi une ligne modérée et parfois très courageuse
sur les femmes, sur la famille, sur le mariage homosexuel, alors que c'est une mère de famille de tradition catholique de 7 enfants. Sa voix à porter. Donc social, sur le social, y sûr, compris sur la défense nationale. Excusez-moi, mais l'éventail est quand même très large. Et si j'ose dire, pardonnez-moi madame, mais nous n'avons pas de grand équivalent dans le paysage politique français. C'est-à-dire que même sur le plan de la défense nationale, elle a désenclavé la politique extérieure allemande en disant clairement qu'on ne pouvait pas cantonner la politique et les interventions militaires de l'Allemagne au champ du territoire national. Donc c'est une femme qui a fait quand même bouger les lignes. Et sur le Il n'y a couple pas de raison qu'elle ne franco-allemand, continue pas à la tête de l'Europe. Pardonnez-moi, beaucoup d'éditos consacrés aujourd'hui au couple franco-allemand et je vais vous interroger sur ce point, Hans Stark. J'ai retenu celui d'Henri Loret dans le Télégramme. Je vous cite un tout petit extrait. En plaçant son pion, sa ministre de la Défense, Merkel réussit un coup de maître alors qu'on la sait affaiblie outre-Rhin. Avec Christine Lagarde à la BCE, Macron renforce la main française au cœur de l'euro. Le casting des top jobs européens étant un signe politique fort, Paris et Berlin peuvent sabler le champagne. Vous êtes d'accord, Hans Stark ? Le pire aurait été finalement un divorce franco-allemand sur la nomination. Et on n'en était pas loin. Et on n'est pas loin. La France a pris quand même la tête de la fronde contre M. Weber pour des raisons que je ne commente pas ici. Donc ça a été quand même un gage de méfiance de la France vis-à-vis de la politique d'Angela Merkel. Donc là, c'est bravo pour le couple franco-allemand. Ce compromis-là permet à Merkel de sauver la face, permet à avoir une fidèle d'Angela Merkel parce qu'elle était extrêmement loyale, y compris donc von der Leyen, y compris dans la crise migratoire, où finalement toute la CDU s'est éloignée plus ou moins de Mme Merkel, y compris Mme Kramp-Karrenbauer qui va peut-être un jour lui succéder ou pas, je n'en sais rien. Bref, donc c'est une fidèle. De ce point de vue-là, c'est important. C'est aussi quelqu'un qui connaît bien le monde transatlantique en tant que ministre de la Défense. Bref, pour revenir au franco-allemand, on a sans doute évité la casse et nous avons, si jamais le Parlement européen valide cette proposition pour Mme von der Leyen, 2 femmes au principal poste européenne sur la question financière et sur la gestion de l'Union européenne. Donc on peut faire en effet du franco-allemand. Une validation acquise ou pas? Un petit mot pour nos téléspectateurs. C'est une validation qui est une formalité. Qui va être difficile. C'est pas une formalité. C'est pas une formalité. Du tout. Le Parlement européen, pour les raisons que nous avons évoquées ici, n'est pas du tout satisfait de cette solution-là. Ceci étant dit, si le Parlement européen ne votera pas ce choix-là, on sera dans une crise institutionnelle profonde. On pouvait s'en douter, les critiques fusent en France depuis que ces nouveaux visages ont été dévoilés. Petit florilège de réactions. Un accord qui bafoue le suffrage universel, c'est ce que nous dit le PS. Un casting médiocre et des arrangements qui ne rendent service ni à la démocratie ni à l'Europe. C'est ce que nous dit Yannick Jadot. La victoire de l'Europe allemande et la défaite des peuples d'Europe. Commentaire d'Adrien Quatennens pour LFI. L'UE poursuit sa déroute, sourde au verdict des urnes et à la volonté des peuples. Ça, ce sont les mots de Jordan Bardella. On a aussi interrogé quelques sénatrices et sénateurs. Ils sont au micro de Marie Brémond. On les écoute. Il y a des femmes qui sont présentes et qui sont prêtes à prendre un poste. Et donc je suis ravie qu'elles aient pu, par un biais peut-être de machisme mal géré, obtenir des postes qu'elles seront capables de tenir. Ça, je n'ai aucun souci. Je trouve qu'il y a également, le PPE sort bien de cette affaire, ce n'était pas évident. Je considère également que globalement, on se ressente sur le noyau dur de l'Union européenne, avec l'aval des pays du groupe de Visegrad. Changement de casting, pas de changement de ligne dans l'orientation de l'Union européenne et même parfois plutôt des inquiétudes supplémentaires. La nouvelle présidente de la Commission, outre le fait qu'elle est allemande, c'est quand même là qu'est le gros du pouvoir et qui consolide le poids de l'Allemagne. Elle est quand même très atlantiste, très pro-américaine, très alignée sur l'OTAN et très hostile à la Russie. Or, on aurait besoin d'une Europe qui joue plus une carte d'indépendance et d'autonomie. Bien dommage. Qu'est-ce qu'il divise ce casting? Je vois que ça réagit aussi en plateau. Oui, Christian Macarion, allez-y, ensuite. Mais évidemment, Madame von der Leyen a un défaut gigantesque. Elle n'a jamais été gauchiste, elle n'a jamais été trotskiste, elle n'a jamais exécré tout le système capitaliste et libéral et démocratique. Et pour ce qui est des urnes, excessif est insignifiant, vous le savez. Mais non, mais franchement, ce sont des propos. C'est pas moi qui suis excessif. Mais si, c'est pas le sujet, c'est pas du Trotsky. Simplement, avoir une politique indépendante différente de Washington, c'est pas du trotskyisme. On va dire les choses plus simplement. Madame von der Leyen prend la tête de la Commission après M. Juncker, M. Barroso. M. Juncker, M. Barroso ont alimenté à juste titre votre critique pendant des années. Vous avez maintenant quelqu'un qui est compétent,
qui est plus frais, qui a montré qu'elle savait faire en différents domaines, qu'elle est courageuse et qu'elle est modérée. Et si vous préfériez ce qui précédait, là, je n'arrive plus à vous comprendre. La caricature de l'Europe, c'était en grande partie Juncker et Barroso en particulier. Avec Mme von der Leyen, on a un renouveau. Moi, je regrette, vous ne pouvez pas la juger à l'aune de ses prédécesseurs. On va laisser répondre Guillaume Bigot. Il y a un vrai renouveau quand même. Moi, je trouve que ces critiques, en effet, qui émanent du champ politique français, et en particulier des extrêmes, sont assez attendues et pas très intéressantes. En fait, en réalité, l'Union européenne, c'est un mécanisme, c'est un système. Et ce système n'est pas fait pour peser, il n'est pas fait pour décider, il n'est pas fait pour faire de la politique. Il n'y a pas de courroie de transmission avec le peuple parce qu'il n'y a pas de peuple européen, c'est aussi simple que ça. Et donc vous élisez des gens que vous ne connaissez pas sur des formations que vous ne connaissez pas, qui ont des idées que vous ne connaissez pas, mais tout ça n'a pas grande importance. Mais surtout, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'armée. On parle d'un responsable de la politique étrangère, mais quelle politique étrangère? De quoi parle-t-on? Avec un budget totalement dérisoire. Donc tout ça joue à l'État, c'est une espèce de jeu de dinette en fait, mais c'est pas du tout un État, c'est une organisation internationale qui monte sur ses ergots et qui prétend être un État. Quant au profil de ces personnages, c'est très intéressant. Je ne dis pas qu'ils sont incompétents. Vous avez raison, Christian Macarian, ils sont très compétents au contraire. Mais ils ont comme caractéristique, deux caractéristiques toujours. La première, c'est d'être justement des technocrates, c'est d'être justement des techniciens. Ils ne vont pas faire de la politique, ils ne vont pas prendre des décisions, ils vont être techniques. Et deuxièmement, eh bien, ils sont en général contrôlables. On dit modérés, ben oui, ils ne pèsent pas par eux-mêmes, évidemment. Anne Masset, puis Anne Stark. Oui, non, je ne partage pas. C'est une vision assez caricaturale, immédiatement technocrate. Il y a des élections qui indiquent très clairement sur des programmes. Les électeurs dans les différents pays se sont Mais dans ce nouveau prononcés. casting, les peuples ont été écoutés, par exemple? Oui, absolument, absolument. On a vu, par exemple, certes, une montée des populismes et des extrémismes, mais pas tant que ça. Et ces populistes et extrémistes eux-mêmes sont divisés et ne prétendent pas d'ailleurs réaliser qui se plaignent en disant il y a une poussée aussi des Verts et il n'y a aucun représentant. Alors, si, il y a des Verts déjà, par exemple Yannick Jadot et d'autres qui sont présents sur la liste de l'Europe. À la tête de l'Europe. Pardon, mais en même temps, je finis simplement sur ce point parce qu'il y a un point très important. Il nous reste 2 minutes. C'est le point de la décision, du processus décisionnel. Là, il y a quelque chose que je pense on partage tous. On a un sujet. Même si là, ils ont décidé en 4 semaines plutôt que 3 mois, on a un sujet. On a besoin de plus de transparence, de plus d'efficacité. Et donc, on a besoin aussi de rapprocher des peuples. Et donc, une conférence de refondation organisée dans l'ensemble des pays serait une piste justement pour réfléchir comment fait-on, alors qu'on a des défis et des opportunités majeures à relever ensemble, avec des outils pas toujours à la hauteur, un budget trop faible par rapport à ce qu'on a à 1% de la richesse nationale, eh bien, donnons-nous les moyens. Juste un point, Madame von der Leyen, si jamais elle est vraiment élue, ne sera pas la présidente de l'Europe. Elle sera la présidente de la Commission européenne. Son rôle, c'est d'être la gardienne des traités. Exactement. Et donc, le rôle de la Commission est celui que les États membres veulent bien lui donner. Et si les États membres ne veulent pas d'une armée européenne, s'ils ne veulent pas augmenter le budget au-delà de ce qu'ils ont actuellement, et qui peut en effet être considéré comme très largement insuffisant, on ne peut pas reprocher à Madame von der Leyen ou à XY de ne pas l'imposer. Donc, le problème, on critique beaucoup l'Europe, mais on oublie que ceux qui prennent les décisions au sein de l'Union européenne, c'est les États membres. Et ça, c'est très bien vu justement au niveau de la nomination des postes clés. Un tout petit mot peut-être, il nous reste quelques secondes, Christian Macarian, les Verts absents de ces postes clés, est-ce que le message envoyé à la planète sur l'environnement... Alors, il faut savoir si c'est une intention ou si c'est une conséquence de la lourdeur et de la complication des tractations, à la fois avec des lignes politiques et avec des lignes nationales. Ça a été en abscisse et en ordonnée, ça a été un vrai casse-tête. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une intention anti-vert. Je pense vraiment pas, parce que c'était de l'intérêt et de Merkel et de Macron de pouvoir afficher une étiquette verte. On n'y est pas arrivé et là, ça prouve que l'Europe doit encore progresser. Et en quelques secondes, les noms des commissaires, on les aura quand ? Dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, c'est la fin de ce grand débat. Merci infiniment d'avoir suivi le rythme ce soir, un rythme effréné. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain en direct à 18h30, toujours sur Public Sénat. Sachez que l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.